Je m'appelle Raphaël Panier, je suis batteur, compositeur et je suis le chef du projet de la rencontre culturelle entre jazz et tambour sabar qu'on a faite à Saint-Louis du Sénégal en 2024 et qui a donné lieu à l'album Live in Saint-Louis qui sort le 7 novembre de 2025 de cette année. Dès l'âge de 3 ans, j'ai grandi avec une fascination, une obsession qui est celle de Doudou Ndy Rose, le plus grand maître des tambours sabar, qui a fait un enregistrement qui s'appelle Djabot, qui est reconnu comme le plus grand enregistrement de sabar et une des grandes masterpieces de percussion africaine à l'international, et qui a été fait par vidéo. Et en fait, toute ma vie, j'ai grandi avec cette vidéo de Doudou Ndy Rose, et c'est quelque chose qui m'a toujours guidé, parce que j'y voyais un pouvoir émotionnel extrêmement fort, et une profondeur vraiment presque unique, que j'ai pas revu dans tellement d'autres disciplines de percussion, et c'est quelque chose qui m'a toujours guidé pour devenir batteur, pour devenir compositeur, et qui au fil des années, a été vraiment toujours vraiment un guide pour moi. C'est très important de comprendre que le sabar est joué majoritairement par une caste de gens qui s'appelle les griots, qui est une caste de personnes qui sont représentées dans toute l'Afrique de l'Ouest et donc aussi au Sénégal, et qui sont des détenteurs de la culture. C'est-à-dire que ça peut être des conteurs, des danseurs et parfois des musiciens. Et donc au Sénégal, certains musiciens sont détenteurs de la culture sabar, c'est-à-dire le sabar, c'est un mot qui représente en même temps une famille de 8 tambours, en même temps une cérémonie et en même temps une danse et tout un style en fait musical et presque un style culturel. Donc au départ, ça a été créé comme instrument de communication, vraiment pour communiquer de village en village, voire même de griot à griot. Donc il y a une ressemblance très forte et assez perturbante entre le langage pur, donc le Wolof sur place, et comment ils jouent le sabar. Il y a aussi tout un aspect spirituel où ça vient dans leur façon de prier, de s'adresser aux esprits et à toutes leurs croyances locales. Et il y a évidemment un aspect de guérison qui peut être physique ou métaphysique. Et enfin, évidemment, c'est utilisé pour ce que nous on dirait entertainment, c'est-à-dire l'amusement. Nous, en général, Européens, on utilise la percussion ou la musique presque que pour l'amusement. On a des musiques spirituelles, mais c'est pas tout le temps. Et là, vraiment, on parle de familles de percussions qui sont uniquement liées à ces 4 domaines-là. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette richesse et cette profondeur qui est pratiquement unique, que j'ai très peu vue dans d'autres cultures mondiales. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis d'abord allé au Sénégal tout seul. J'y suis allé en mai 2023 pour vraiment à l'aventure, pour essayer de rencontrer des gens, puis surtout écouter la musique, écouter leur culture, voir et m'immerger une première fois dans tout ce savoir-faire et cette musique-là. Donc j'y suis allé vraiment pour écouter. Et puis bon, évidemment, je parlais de mon projet à tout le monde, à droite à gauche, et par le pouvoir du bouche à oreille sur place, quelqu'un m'a finalement présenté le maître principal de la région de Saint-Louis, qui s'appelle Khadim Niang. Donc Khadim Niang a été mon partenaire principal pour toute cette aventure, parce que c'est donc le maître sabar le plus respecté et vraiment le plus incroyable de la région, qui tient son groupe, parfois jusqu'à 30 batteurs, qui a son école, qui a eu une expérience internationale, qui a fait partie du groupe de Doudou Ndy Rose entre 97 et 99. Donc il a tourné internationalement avec lui, et grâce au fait qu'il y ait le Festival international de jazz de Saint-Louis dans cette ville-là,
Il a pu être exposé au jazz, collaborer déjà avec des grands noms, et donc il était en mesure de comprendre mon projet. Il était très réceptif. Et donc voilà, j'ai rencontré Radim et il a tout de suite été très généreux avec moi. Il m'a montré son groupe, il m'a fait écouter comment il travaillait, il m'a invité chez lui, on a mangé ensemble, il m'a montré son académie, il m'a montré comment il apprenait aux petits, comment il apprenait la danse, comment il apprenait, comment il jouait ses concerts et comment il fabriquait les instruments. Il y a toute cette partie-là aussi qui est importante. Concrètement, donc après ma rencontre avec lui sur place, on a échangé pendant toute l'année en fait à distance et moi sur mon ordi j'essayais de décortiquer, j'essayais de relever, faire des partitions, essayer de comprendre où commence quoi, comment sont organisées les choses, qu'est-ce qu'on peut étirer, qu'est-ce qu'on peut raccourcir, qu'est-ce qu'on peut couper, coller. Et je faisais plein d'essais, je lui envoyais, il me disait non attention, ça c'est pas ça, mais ça oui, ça va bien marcher, ça c'est super, machin. Et il me reproposait des idées et comme ça en fait à distance pendant un an on a échangé, on a construit la musique peu à peu. Donc ça c'était en 2023 et je suis revenu à Paris où j'habite. Et là, j'ai commencé à monter tout le projet. Donc, j'ai trouvé les fonds nécessaires et j'ai surtout constitué mon équipe. Mon équipe était donc un quartet de jazz. J'ai choisi Thomas Enco au piano, qui est un partenaire de musique depuis 5 ans maintenant, avec qui on fait pas mal de projets et différents. Et donc c'est quelqu'un qui a vraiment le double talent entre musique classique et musique jazz. Donc il fait en même temps, il est appelé en tant que concertiste par des grands orchestres pour jouer de la musique classique, et en même temps c'est un excellent improvisateur qui a des projets en trio, en quartet ou d'autres formations, vraiment où il improvise. Et donc je voulais vraiment mêler cette sensibilité-là et cette culture française, ce rapport à l'harmonie, aux couleurs, à la musique classique, et voilà, cette sensibilité-là du jazz, quoi, de pouvoir la mettre dans le projet. Il y avait François Moutin à la contrebasse, qui est aussi un autre partenaire musical depuis maintenant presque 10 ans, avec qui j'ai fait tous mes projets, tous mes albums ont été avec lui, qui est un contrebassiste extraordinaire, qui a environ 60 ans et qui a une carrière hors norme, où il a joué avec tous les plus grands jazzmen, de Chet Baker à Tigran Amassian, à Michael Brecker, Chick Corea, et tout le paysage français depuis les années 70. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme expérience, une énorme créativité et qui est hors norme sur sa contrebasse, notamment rythmiquement. Et je trouvais que le mélange entre son approche rythmique et l'approche rythmique des sabars serait très intéressante. Et enfin, le quatrième du quartet est Yosvani Terry, qui est un très grand saxophoniste cubain qui habite à New York. Et alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que déjà on avait déjà joué ensemble et je savais que musicalement ça se passait très bien. Et c'est quelqu'un qui, en tant que cubain, qui pratique la religion Yoruba, qui est une religion où, pendant les cérémonies, il y a beaucoup de rythme. Et donc, c'est quelqu'un qui a un rapport spirituel au rythme. Donc, non seulement il a la connaissance du jazz new-yorkais, vraiment le savoir-faire de l'interaction et de l'improvisateur jazzman profond, mais en plus, il a un rapport spirituel au rythme. Et donc, je trouvais que c'était la bonne personne pour venir jouer avec les sabars et apporter cet aspect un peu plus profond qu'un simple improvisateur. Il y a quelqu'un qui a une couche supplémentaire. En termes de partenaires, rapidement, il y a le Festival donc, international de jazz de Saint-Louis nous a proposé de nous programmer sur sa grande scène et pour clôturer le festival. Donc c'était une chance énorme pour nous de créer un énorme projet et d'amener ce projet. Donc on commençait à parler de 12 musiciens, 8 tambours sabars du côté de Radim, et moi 4 jazzman. Donc c'était vraiment conséquent en termes de son, de matériel, de présence scénique. Donc le festival nous a programmé et nous a donné un budget pour toute cette aventure. Et l'Institut français de Saint-Louis, l'Institut français du Sénégal, base Saint-Louis, nous a aussi finalement sponsorisé, nous a offert une très belle bourse pour réaliser ce projet, donc qui avait un triple objectif.
aller sur place, travailler avec les Sabars, c'est-à-dire faire une résidence de 1 semaine avec les Sabars, créer de la musique ensemble, préparer le concert final qui clôturerait la semaine et qui clôturerait le festival annuel. Il faut comprendre que le festival international de Saint-Louis, c'est le plus grand festival de jazz d'Afrique. Donc il y avait une vraie responsabilité avec ça. Et enregistrer un album qui serait donc un album live et qui serait le premier album live de l'histoire du festival de Saint-Louis, qui est un festival qui existe depuis 1993. Et je ne sais pas trop pourquoi, je pense qu'en termes de matériel c'est difficile, en termes de financement, ça ne s'est jamais fait, il n'y a jamais eu d'album live au Festival de Saint-Louis, donc notre album sera le premier de ce festival qui est le plus grand d'Afrique. Le 11 mai 2024, donc on est parti avec Thomas Enco, François Moutin et Jos Vaniteri depuis Paris pour Saint-Louis et donc commencer cette résidence. On a organisé ça au départ dans un studio pas loin de Saint-Louis qui s'appelle le studio Sanar, qui est tenu par une personne qui s'appelle Boubacar Tal, qui est un activiste culturel et un ingénieur du son et qui venait d'ouvrir son studio et donc qui a pu quand même, qui a contribué au fait qu'on soit dans de très bonnes conditions en termes de matériel, en termes de son. On avait une belle pièce grande avec des retours, avec un vrai clavier, avec une contrebasse que le festival nous a prêtée, avec une vraie batterie. Donc tout ça, c'était vraiment une chance parce que sur place, c'est pas forcément évident de trouver tout ça. Radim, de son côté, avait préparé tous les tambours, refait toutes les peaux, tout accordé, travaillé comme un fou avec toute son équipe. Et donc on a commencé le travail sur place. Toute la semaine, on a échangé sur nos conceptions fondamentales de la musique, comme on a appris fondamentalement. Nous, de manière peut-être plus intellectuelle, avec une écriture, et eux, de manière beaucoup plus orale et de manière totalement liée au langage. On a tous dû remettre vraiment profondément en question des fondamentaux musicaux. C'est-à-dire qu'on a très vite compris qu'on avait des bases de compréhension de la musique qui étaient complètement différentes. Eux apprennent depuis le premier jour le premier jour de leur vie, par tradition orale. Il n'y a absolument rien d'écrit. Par exemple, le concept de début et de fin n'existe pas pour eux. Donc on a dû comprendre sur place que pour eux, ils voient le rythme ou la musique comme une roue, et qui commence à midi, à 3h, à 18h ou à 21h sur la roue, peu importe finalement, le rythme tourne, et tant que le maître commence son rythme, les autres rejoignent, et ça tourne, et tant qu'ils peuvent le danser, c'est jouable. Donc il y a eu ce rapport au rythme, en fait, était profondément différent. Mais eux aussi, de leur côté, ont appris des choses. Par exemple, il y a eu ce rapport à la hiérarchie qui était vraiment étonnant. On voyait bien que dans les 8, il y en avait qui avaient des rôles différents et certains étaient plus avancés que d'autres. Donc dans les 8, il y en avait un de 12 ans, il y en avait un de 60 ans, il y avait le doyen et l'enfant. C'était important pour eux qu'il y ait ces deux extrêmes-là. Et donc à un moment, par exemple, François demande est-ce qu'on pourrait faire une impro, un duo avec Mohamed, on pourrait échanger. Radim, non, hors de question. Le soliste, c'est moi le chef, et il n'y a pas moyen que le second improvise. Ou un autre concept qui était vraiment marrant, c'était le concept de mesure asymétrique. Donc, un des morceaux qu'on a travaillé, c'est Take 5, c'est vraiment un standard hyper connu pour nous, que Radim rêvait de travailler parce qu'il l'avait entendu, et il voulait apprendre le 5 à ses musiciens. Concept qui n'existe pas au Sénégal. Pourquoi ? Parce que ça ne se danse pas. Quelque chose qui ne se danse pas, c'est inconcevable, c'est même pas concevable en fait. Moi, quand je leur ai dit que j'étais batteur et que je ne dansais pas, c'était vraiment, comme un Parisien, quoi. C'était dur pour eux à comprendre. Et c'était fascinant, passionnant, et donc petit à petit, évidemment, on a tellement travaillé, on travaillait vraiment 12 heures par jour dans le studio, tous les jours. Ils avaient une force de travail phénoménale. Nous, on était fatigués bien avant eux, où ils voulaient répéter. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Où là-bas, de manière générale, ils jouent tous les jours, toute la journée. Et pour nous, jouer toute la journée, on peut le faire, mais c'est fatigant. Et sur 3, 4, 5, 6, 7 jours, on n'en peut plus.
Donc le tempo, si je peux utiliser cette expression, était dur à tenir. Le mot d'ordre qu'on s'était donné, c'était ce concept wolof qui s'appelle Jolo Kante, qui veut dire donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire une simple juxtaposition des cultures, on voulait vraiment faire un échange où nous, on pouvait apprendre autant que eux pouvaient apprendre et vraiment faire une cohésion d'égal à égal. On ne voulait pas juste mettre quelques rythmes de sabbat et mettre du jazz au-dessus. Non. Chacun devait être mis en valeur au même titre. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et à construire toutes les compositions. Alors à chaque fois, pour chaque morceau, on a travaillé de manière différente pour créer cette musique. Il y a eu 3 standards de jazz, donc Lonely Woman, Take 5 et Naïma, qu'on a réussi à superposer avec des techniques différentes. Lonely Woman, on avait déjà, nous, notre arrangement, eux ont mis des rythmes. Take 5, c'était le rêve de Radim et il a créé des rythmes en 5 et tout un dialogue avec les improvisateurs sur lequel nous, on a repensé le standard. Et Naïma est venue vraiment de toute une architecture rythmique de Radim sur lequel on a superposé plein de différents passages, de duo sax-sabar à un solo de batterie au maillotche, 2 solos de clavier, un au piano, un au Rhodes. Et donc il y a eu plein de passages comme ça, et ça c'était vraiment une architecture qu'on a pensé un peu en commun. Donc à chaque fois, ça c'était différent, ça, pour la partie standard de jazz, et sinon il y a eu 3 autres morceaux. Hommage au Doudou Ndiaye Rose qui était quasiment que percussif. Il y a eu Khalad Bousset qui était une composition vraiment commune, qu'on a créée tous ensemble. Et il y a eu enfin Sine Saloum qui est un morceau traditionnel nigérian yoruba. Qui en fait était une mélodie préexistante, mais qu'on a complètement repensé et recomposé pour inclure d'autres instruments, notamment les dundun aux percussions ou le shekere que Yosvani a joué. Donc voilà, pour chaque morceau, il y a une approche différente, et que ce soit qui était impulsé par eux, soit par nous, ou des deux, ou ça a été différent à chaque fois. Donc on a joué notre concert de fin le dimanche 19 mai 2024 sur la grande scène du Festival international de Saint-Louis. Directement, c'était incroyable en fait, parce que j'ai tout de suite senti ce que je cherchais, c'est-à-dire la puissance émotionnelle des sabbats, la puissance du rythme et la puissance émotionnelle du rythme, et qui est moi le concept qui m'a toujours guidé, mais qui était vraiment ce que je venais chercher chez eux. Et en fait, quand on voit un groupe sabbat, je pense que n'importe quelle personne qui voit ça comprend. Alors déjà, il y a une puissance acoustique qui est hors norme, parce que c'est un instrument qui claque, ils ont un rapport au volume et une précision et une détermination qui est énorme et hors norme. Donc il y a la force acoustique, mais quand on voit un groupe sabbat, on comprend aussi la profondeur. Il y a une sorte d'énergie qui circule entre les musiciens que je ne peux pas décrire avec des mots, qu'il faut vraiment ressentir pour comprendre. En fait, c'est cette énergie humaine quand il y a des gens qui jouent ensemble à un tel niveau, et qui permet qu'ils soient tellement ensemble, qu'ils soient tellement synchronisés, tellement précis, et qu'ils aient les mêmes idées de direction musicale, qu'ils ressentent quand est-ce qu'il faut passer à la boucle suivante, quand est-ce qu'il faut commencer le bac, quand est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit ou garder quoi que ce soit. Et il y a une énergie en fait très puissante qui circule parmi les musiciens, et qui est vraiment forte et précise, et qui est dure à décrire pour moi, mais qui est présente. Et qui était là ce soir, et qui nous guidait. Il y avait ça, mais il y avait aussi nous, de notre côté, de notre côté, si je puis dire, mais du côté des non-joueurs de sabbat, du côté du jazz. Je pense qu'on avait aussi une force d'improvisation, de direction musicale, de liberté, de connaissance entre nous, qui permettait de nourrir en fait l'un et l'autre, et qui permettait vraiment la communication et le fait de jouer ensemble à ce niveau-là, et avec du coup ces couches supplémentaires que je venais chercher au Sénégal.
En revenant en France, en fait, il y a une boucle qui s'est refermée avec ma passion pour Doudou and the Heroes. C'est-à-dire que l'enregistrement de Jabot, qui m'a guidé moi toute ma vie, a été produit par un grand compositeur de musique de film français qui s'appelle Éric Serra. Et en fait, Éric, je l'ai tenu au courant de mon projet, pas à pas. Et là, il a accepté du coup de m'aider et non seulement de me prêter son studio personnel pour faire les mix, qui ont été faits donc avec les mêmes crédits que Jabot, mais en plus de contacter son ingénieur du son de l'époque qui a fait Jabot, qui habite maintenant au Portugal, donc Dominique Borde, qui est venu spécialement du Portugal pendant 7 jours et qui a fait les mix de l'album dans le studio d'Éric. Donc j'avais en fait la référence mondiale qui a travaillé en plus de manière acharnée pour rendre la qualité de cet album finalement exceptionnelle. L'album sortira le 7 novembre sous le label Miel Music, qui est un label tenu par Miguel Zenón. Miguel Zenón est un très grand saxophoniste américain, portoricain, qui m'a toujours soutenu, qui est présent sur mes 2 premiers albums et qui a son propre label, donc qui a accepté de sortir cet album hors norme. Voilà, si je peux ajouter des derniers mots, c'est que je voudrais remercier tout le monde. Radim, d'abord, Radim Nyang, le maître Sabar, qui a tellement travaillé de son côté avec tout son groupe. Les musiciens, donc Thomas Enco, François Moutin, Yosvani Terry. Et aux percussions, Mohamed, Salam, Yoro, Falou, Cher, Papa et Bachi. Et évidemment, Éric Serra, Dominique Borde et Miguel Zenón. Et tous ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé, l'Institut français, le festival et tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet de près ou de loin.